Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, on regarde comment configurer les menus vidéo du Canon R5. C'est parti! Alors pour aujourd'hui, on va regarder comment configurer et comprendre la partie des menus vidéo du Canon R5. C'est très important de mentionner qu'il n'est en aucun cas nécessaire de reproduire à l'identique mes différentes préconfigurations, mais vous pouvez très bien vous en inspirer et tester vous-même vos propres pré-réglages. On va directement se lancer dans le vif du sujet. Premier élément à mentionner, le Canon R5 nous offre la possibilité d'enregistrer 3 préconfigurations qui seront prêtes à l'emploi. En ce qui me concerne, les 3 préconfigurations que j'aurai effectuées seront sur de la 4K en 24 images par seconde, de la 4K en 60 images par seconde et de la 4K en 120 images par seconde. On retrouve à disposition ces préconfigurations en appuyant sur le bouton Mode présent sur votre roue crantée. Mon Canon R5 est directement relié ici à l'enregistreur Atomos Ninja 5, nous donnant la possibilité de voir les menus, vous donnant cette possibilité de voir les menus en même temps que moi. Donc lorsque j'appuie ici sur le bouton Mode, comme vous pouvez le voir, il est mis sur C1M, on a C2M et C3M qui seront justement mes 3 préconfigurations. Alors, je ne peux pas en tout cas changer de mode durant la captation ici sur l'enregistreur Atomos Ninja 5, sinon cela viendra à stopper mon enregistrement. Mais c'est vraiment important pour vous de comprendre ceci. En ce qui concerne maintenant les réglages au niveau des menus vidéo, vous devez vous positionner sur M. N'allez pas directement vous mettre sur C1M, C2M ou C3M car cela vous bloquera sur certains éléments. Vous devez vous mettre directement sur M, ce sera ici la base pour manuel et de là, on aura la possibilité d'enregistrer les 3 préconfigurations. Donc si à l'instant où vous regardez cette vidéo, vous êtes avec votre Canon R5 d'ouvert sur les menus, positionnez-vous sur M, c'est important. On se lance directement dans les menus. On va aller sur la première page et on retrouve la qualité d'enregistrement vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette première préconfiguration concerne de la 4K en 24 images par seconde. On va retrouver ici donc de la 4K en UHD et de la 4K DCI qui offrent 2 résolutions différentes comme vous pouvez le voir. Celle évidemment qui correspondra aux besoins de vos projets. En ce qui me concerne, la majorité sont sur de l'UHD. Je n'ai pas besoin de DCI. On a juste en dessous la fréquence d'enregistrement. En ce qui me concerne ici, c'est du 24 images par seconde, mais vous pouvez très bien avoir besoin du 30 images par seconde. Et en dessous, on termine par le codec qui déterminera en fait la qualité de votre enregistrement avec l'enregistrement de plus ou moins d'informations. En ce qui me concerne et par rapport à mes besoins, je suis sur de l'All Intra qui correspond ici à la plus grande quantité d'informations, mais évidemment d'espace de stockage. Vous pouvez très bien sélectionner de l'IPB ou de l'IPB Lite depuis la dernière mise à jour du Canon R5. On revient en arrière. Comme vous pouvez le voir, cadence rapide est directement grisé. Je ne sais pas activer ou désactiver celui-ci. Pourquoi est-ce que celui-ci est grisé? Eh bien, c'est important de mentionner ici que lors de la configuration de certains outils, de certains modes au niveau du Canon R5, certains éléments ne savent pas coexister ensemble. En ce qui concerne ici l'enregistrement en cadence rapide, il n'est pas possible donc de régler celui-ci, il va directement se désactiver car juste en dessous, je suis sur le mode 4K HQ qui, et si on vulgarise le tout, est un enregistrement sur base du capteur Weka ramené en 4K. Si je viens à désactiver celui-ci, comme vous pouvez le voir, cadence rapide est de nouveau accessible et je peux, si je le désire, le désactiver ou l'activer. Donc, le mode 4K HQ est activé et de nouveau, cela correspond à mes besoins car je veux ici bénéficier et sur l'entièreté du capteur de la plus belle image possible. Cela, en tout cas, pourra amener certaines contraintes comme par exemple une limite au niveau de l'enregistrement ou dans certaines conditions, le boîtier pourrait être amené à chauffer de trop et donc à stopper votre enregistrement. Donc, de nouveau, cela doit correspondre à vos besoins. Je reviens en arrière, on retrouve le recadrage film. Le Canon R5 est sur base d'un capteur dit
plein format, mais on a la possibilité sur celui-ci d'activer le recadrage film qui ne sera pas compatible avec le mode 4K HQ. De nouveau, comme vous voyez, certains éléments ne savent pas coexister, c'est-à-dire que si je viens à activer celui-ci, et puis je vais continuer mon explication, eh bien, vous voyez ici, le mode 4K HQ est désactivé. Donc, je reviens en arrière, je le désactive, je reviens juste ici, et j'ai le mode 4K HQ qui est de nouveau accessible, et je sais l'activer. Donc, le recadrage film, comme je disais, le Canon R5 est sur base d'un capteur dit plein format. Eh bien, lorsqu'on active le recadrage film, on va avoir en fait un crop au niveau du capteur et on aura la possibilité, par exemple, de 1, d'utiliser des objectifs APS-C. Si tout comme moi, vous bénéficiez du Sigma 1835, qui est probablement un des objectifs APS-C les plus connus, eh bien, le Canon R5 va directement se mettre sur cette option-là, recadrage film, ça sera automatique, de façon à ne pas avoir de vignettage sur le côté. Mais vous pouvez aussi très bien choisir de l'activer sur vos objectifs dits plein format de type RF. Évidemment, ici sur les autres types d'objectifs, même mécaniques, des anciennes objectifs ou des anciennes optiques, vous pouvez très bien le faire. L'avantage que cela va avoir, c'est que ça va vous permettre évidemment l'utilisation en fait sur la même focale de deux plages différentes. L'une qui sera évidemment sur l'utilisation complète de votre optique et l'autre sur une utilisation zoomée. Très important à mentionner, en aucun cas on ne perd en qualité au niveau de votre image sur le recadrage film. Le Canon R5 a cet avantage de faire partie des quelques boîtiers qui offrent cette option, mais surtout sans dégrader la qualité de votre image. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. L'enregistrement son sera sur manuel car je veux avoir un contrôle complet au niveau de mon enregistrement audio. On bascule ici sur la page 2, sur laquelle on retrouve, donc comme vous pouvez le voir déjà, il y a certains éléments qui sont grisés, parce que je suis ici justement sur la position M, la position manuelle, ce qui fait que certains éléments, en tout cas, ne sont pas, certaines automatisations, pardon, ne sont pas accessibles. Réglage de sensibilité ISO. On va se rendre dans le CSI. Comme vous pouvez le voir, ma sensibilité ISO est réglée ici sur 800, mais elle pourrait évidemment être sur toute autre chose. Elle est réglée sur 800 parce que cela correspond à l'ISO natif en enregistrement C-Log 3 qu'on va voir un peu plus tard. On retrouve ma plage d'ISO sur laquelle j'ai directement en fait délimité une plage avec un minimum et un maximum. Minimum étant 800 et maximum étant 6400. Minimum 800 parce que le C-Log 3 est sur un ISO natif de 800 et maximum 6400 parce que au-delà, j'estime en tout cas que par rapport à mon niveau d'exigence et sur certaines conditions, je n'obtiens pas en tout cas le résultat que je désire au-delà de 6400 sur la qualité que je désire dans l'image. Je reviens en arrière. Si par mégarde, je viendrai en tout cas à mettre l'ISO en automatique. Donc c'est-à-dire que je viendrai à faire ça de façon involontaire et je ne viendrai à ne pas m'en rendre compte. Eh bien, j'ai directement délimité cela à 6400 de façon en tout cas à ne pas me retrouver avec un plan qui pourrait être filmé de nouveau si je ne fais pas attention et que je viens à basculer en ISO auto au-delà de 6400. Non, là, c'est directement mis sur maximum 6400. On a le réglage HDR, quelque chose qui est directement désactivé car je ne fais pas de vidéo en HDR. On retrouve ici l'ouverture de votre objectif sur un autre système de tiers. Là, ce sera sur un système d'1/8. Donc, il est sur désactivé. Si vous demandez ce que ça fait, je vais aller sur activer. Je reviens ici sur le visuel. Comme vous pouvez le voir, je suis à ouverture F4. Regardez ce qui se passe quand je commence à ouvrir mon objectif. Voilà, F4, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 et ainsi de suite. Et lorsque j'arrive sur 8e, voilà, j'arrive sur 5/6. Donc c'est un autre système d'échelle pour l'ouverture de votre objectif. Moi, il est directement désactivé. On va aller ici en page 3. Où on retrouve ma balance des blancs réglée sur 5200 car c'est la majorité des cas lorsque je filme en extérieur et de jour. On va avoir la balance des blancs personnalisable sur lequel on retrouve tout simplement la customisation lorsque par exemple on a une charte de vent, donc on a la possibilité directement ici de reprendre la customisation de votre balance des blancs. On retrouve une correction au niveau de la balance des blancs, donc de nouveau sur lesquels on sait justement changer la teinte.
Et puis après, on a ce qui nous intéresse, le réglage Canon Log. Donc c'est-à-dire que le Canon R5 offre cette possibilité d'enregistrer en log qui sera une image toute plate. Par exemple, ici, je suis en train de me filmer aussi en log. Si je désactive, comme vous pouvez le voir, l'image est toute plate. Je réactive, voilà, ici, on retrouve une image normale. L'avantage de ceci, c'est que ça donne la possibilité de nous mettre à disposition toute la dynamique présente au niveau du capteur sur le Canon R5, sur de toute façon les capteurs de n'importe quel hybride. Lorsque ceci nous offre un profil log, eh bien c'est tout simplement pour maximiser en tout cas la dynamique du capteur, nous donner en tout cas une possibilité de mieux voir dans la pénombre et dans les hautes lumières. Donc je vous encourage fortement à filmer en log. Ça va nécessiter du post-traitement sur lequel il va falloir vous familiariser, sur lequel il va falloir apprendre, mais sur lequel vous aurez la possibilité de maximiser votre image avec un maximum d'informations dans les basses et dans les hautes lumières. Donc en ce qui concerne le log, celui-ci est activé sur C-Log 3. Le Canon R5 donc offre la possibilité d'enregistrer sur différents types de logs, le C-Log et le C-Log 3. On retrouve aussi le C-Log 2 qui sera présent lors de l'enregistrement en RAW. On ne va pas voir cela ici durant cette vidéo car là on est sur d'autres applications techniques. Donc on va se limiter directement à ça. Le C-Log et le C-Log 3. C-Log 3 présent depuis la dernière mise à jour du Canon R5. Je filme sur le C-Log 3. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que celui-ci m'offre un tout petit peu plus de dynamique dans les hautes lumières que le C-Log. L'aide à l'affichage, à quoi cela correspond? Eh bien, c'est un outil de présent dans le Canon R5 qui va nous donner la possibilité, non pas de voir cette image toute plate comme vous avez pu le constater il y a quelques instants ici à l'écran, mais d'avoir justement un retour visuel normal. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver cet outil. En ce qui me concerne, il est désactivé. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va me permettre de vraiment voir toute la latitude de présente dans mon image et exactement de contrôler, de voir quels sont les éléments qui sont vraiment sous-ex ou sur-ex, alors que lorsque l'outil est activé, ce qui en effet est pratique, eh bien certaines choses pourraient en effet me sembler comme étant surexposées, alors que j'ai encore un tout petit peu d'informations de disponibles. Donc voilà, ça c'est parce que ça correspond à mon utilisation et surtout par rapport à mon habitude. Et donc là c'est un peu à vous faire la main et à voir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Color Matrix est grisé parce que je suis sur du C-Log 3. Si je suis en C-Log 1, le Color Matrix nous donnera une possibilité de choix. De nouveau, je vous invite vraiment à choisir C-Log 3. Caractéristiques, on retrouve la possibilité donc de customiser, même au niveau du log, la saturation, la nuance et la netteté. Tout est à 0, sauf pour la netteté, tout est à 0, pardon, excusez-moi, mais vous pouvez choisir d'augmenter la netteté, ce qui pourra peut-être vous éliminer en tout cas un process dans la partie de post-traitement de votre image. C'est vrai que majoritairement, je vais en tout cas réaugmenter cette netteté par après, mais quand bien même, je préfère laisser celle-ci sur 0. Faites vos essais, regardez ce qui correspond le mieux à vos besoins, mais vous pouvez en tout cas toucher sur l'intensité de votre netteté. N'allez pas toucher à la saturation ou à la nuance, ou alors faites vraiment vos propres essais avant de vous aventurer là-dedans. On revient en arrière, l'espace couleur, ce qui correspondra le mieux par rapport à une utilisation standard. Sur le C-Log 3, ça va être du cinéma gamut. Voilà, ça c'est pour l'espace couleur. On continue, on revient en arrière et on va maintenant sur la page 4. Alors là, on a deux outils qui sont présents, la correction d'aberration d'objectif. Comme vous pouvez le voir, que ce soit correction, vignettage, distorsion, aberration chromatique ou diffraction, sans évidemment expliquer la nature de ces quatre, sont tous sur on. De nouveau, cela correspond à mes choix que j'ai effectués lorsque je me suis dit je vais commander une Canon C70. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à cette chaîne, déjà je vous invite à vous abonner, comme ça vous êtes directement tenu au courant des prochaines sorties. Mais c'est aussi à mentionner que j'utilise ce Canon R5 en attendant ma caméra Canon C70, une caméra dont je suis vraiment littéralement tombé amoureux et sur lequel je me suis rendu compte que la nouvelle monture d'optique RF était techniquement brillante. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclenchement dans mon cerveau, je me suis dit ok, on a des optiques d'excellente qualité, dont je vante les mérites depuis toujours avec la monture EF. Et on est maintenant sur une nouvelle monture
RF qui nous permet encore d'aller plus loin d'un point de vue technique, surtout en réduisant justement l'espace entre l'optique et le capteur. Et donc, à partir du moment où tout fonctionne très bien, et sur l'utilisation d'optiques natives à la marque, c'est important de le mentionner, eh bien, je vais directement tout utiliser au niveau des assistances. Je vais utiliser la correction du vignettage, de distorsion, chromatique et de la diffraction. De nouveau, ceci est un choix de ma part. Si je commence à utiliser d'autres objectifs, des objectifs vintage, mécaniques ou autres, il y a certains éléments que je pourrais très bien désactiver et mettre sur off. Mais dès que je vais utiliser une optique RF, qui en plus de nouveau correspond à des choix que j'effectue, c'est-à-dire d'investir dans des optiques RF, eh bien tout est directement amené sur on. De nouveau, cela correspond à un choix de ma part. La réduction du bruit à ISO élevé, eh bien c'est tout simplement lorsqu'on va être sur des éléments en basse lumière, le boîtier peut amener une réduction du bruit qui s'effectue directement sur l'enregistrement. Moi, cela est directement mis sur off, ce qui m'amènera un peu plus de bruit dans mon image et que je pourrais atténuer moi-même avec mon logiciel de montage DaVinci Resolve qui dispose d'un excellent outil de réducteur de bruit et ce qui me permet de garder un maximum de détails dans mon image. De nouveau, cela correspond à mes besoins. Faites vos différents essais, mais moi, ma réduction du bruit est directement mise sur off. On va maintenant basculer en page 5. Qui sera totalement grisé vu que c'est l'enregistrement vidéo HDR et les timelapses. Page 6, retardeur vidéo désactivé, télécommande désactivée. Page 7 qui nous intéresse, on a la stabilisation numérique de votre image. Celle-ci est sur désactivé, mais vous avez activé et optimisé. Le Canon R5 bénéficie ici par exemple de l'objectif 70-200 à ouverture f4. Cette optique est déjà sur une stabilisation optique. Le Canon R5 a une stabilisation capteur, mais vous pouvez en plus activer une stabilisation numérique au niveau de votre image, c'est-à-dire qu'il va y avoir un léger zoom dans votre image et qui va de nouveau corriger en tout cas lors de certaines vibrations ou autres. Il y a deux paliers qui sont présents avec deux crops dans votre image, optimisé, croppant le plus, zoomant le plus dans votre image. Tout est sur désactivé parce que lorsque je vais avoir une utilisation à main levée, il y a très rarement des situations où je vais vraiment ne pas bouger. Ça va être généralement pour faire des petits mouvements gauche-droite, etc. Et par rapport à ce que j'ai ici comme utilisation, eh bien, je constate en tout cas des légères déformations lorsque je suis sur une stabilisation dite numérique. De nouveau, regardez ce qui correspond à vos besoins, mais comme ça, vous êtes au courant que vous pouvez avoir une troisième stabilisation de possible avec cette stabilisation numérique. À vous de faire vos différents essais, elle sera sur désactivé pour moi. Fonction déclencheur pour vidéo, ça c'est très intéressant. On a à mi-course et à fond, donc le déclencheur vidéo, ce n'est pas le bouton rouge à REC, mais ce sera le déclencheur sur lequel vous allez appuyer lorsque vous faites des photos. À fond, il est directement mis sur lancer et arrêter enregistrement, ce qui me permet d'avoir deux commandes au final pour lancer mon enregistrement vidéo avec le bouton rouge REC ainsi que le déclencheur. Vous pouvez évidemment désactiver ce bouton-là, mais moi, voilà, il est positionné sur lancer et arrêter vidéo. On retrouve ensuite mesure autofocus one shot qui va demander un autre élément par la suite pour fonctionner correctement, mais je vais déjà vous expliquer à quoi cela sert. Le premier élément est une mesure avec un autofocus qui sera constant. On a les moteurs de votre optique RF qui va tout le temps faire le point. Et bien là, c'est lorsque vous êtes à mi-course, lorsque vous appuyez à moitié. Ici, en activant mesure AF One Shot, ce qui se passe, et je vais directement activer ici, eh bien lorsque j'appuie à moitié dessus, j'ai en fait mon optique et même si celle-ci est mise au point automatique, bascule en manuel. Et ce qui me permet donc ici de directement avoir un contrôle de ma mise au point en façon manuelle. Et ça, c'est génial parce que lorsque vous allez vouloir faire une mise au point sur un contexte qui sera compliqué et où le boîtier pourrait éventuellement avoir du mal à trouver sa mise au point, et bien là, vous allez directement avoir la possibilité de prendre le contrôle sans appuyer sur, sans changer le sélecteur sur votre optique en basculant en manuel. Et bien non, là voilà, je suis à mi-course et j'ai la possibilité de régler ma mise au point manuelle. Donc ça, c'est vraiment, de nouveau, ça correspond à mes besoins, mais ça, j'apprécie énormément. On a le délai de mesure sur lequel vous savez sélectionner ici 4, 8 secondes, 16 secondes. J'ai eu beau chercher, je n'arrive pas à... C'est important de mentionner, il y a certains éléments auxquels je ne comprends pas leur nature.
N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si certains éléments, vous comprenez en tout cas leur but. Délai de mesure, je ne comprends pas bien la nature et même dans les menus, il y a quelque chose, il y a quelques éléments qui ne sont pas mentionnés, donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Réglage zébrure. Donc celui-ci est sur désactivé tout simplement parce que j'ai directement assigné une commande. Donc c'est-à-dire que lorsque je vais appuyer sur un bouton, ici un raccourci, comme vous pouvez le voir, zébrure activée, zébrure désactivée. Donc je reviens dessus pour vous montrer ce qu'il en est. Donc là il est sur désactivé parce que j'ai assigné un raccourci qui me permet d'activer cette zébrure. Donc on a zébrure 1 et zébrure 2. Au niveau des réglages que j'ai fait, ma zébrure 1 correspond en fait à l'exposition des visages sur du C-Log 3, ce qui sera légèrement au-dessus du gris moyen. On rentre dans des éléments techniques, mais le tout est de savoir que cette zébrure-là en fait est un repère pour moi pour bien vérifier en fait que l'exposition des visages est directement correcte. Elle est réglée sur 35+5 et la zébrure 2 est réglée sur 95. Celle-là vient à protéger en fait mes hautes lumières. De nouveau, ça correspond à mes besoins. J'active ou désactive selon évidemment ce que je viens à filmer. Donc, j'ai les deux qui sont à disposition et je viens activer celle qui m'intéresse suivant ce que je vais avoir à filmer. Affichage, information, point de vue. Alors, là, bien entendu, ça de nouveau, c'est un choix personnel. Moi, j'ai uniquement le 3 et le 4 qui sont présents. Le 3 m'offrant toutes les informations sur l'écran et le 4 enlevant tout. De nouveau, c'est un choix que j'ai effectué. Le réglage de basculer info donc entre l'écran et le viseur, là, moi, c'est de toute façon tout le temps mis sur l'écran, donc c'est quelque chose que je n'ai pas besoin. On a l'affichage quadrillage. Vous pouvez sélectionner différents modes. Moi, il est directement sur une grille de tiers classique. L'histogramme, vous pouvez choisir de le régler sur RVB ou sur luminosité. RVB, donc vous mettant vos 3 couleurs, donc rouge, vert, bleu. Ce qui peut être intéressant aussi, ou dans certaines situations avec des néons, vous pouvez très bien contrôler en fait quelle couleur viendra saturer en premier. On le sait majoritairement que les rouges, et peu importe les hybrides, viennent facilement à saturer. Bien là, ça vous permet de mieux contrôler. Mais sinon, de façon générale, mon histogramme est sur la luminosité. Vous pouvez choisir de mettre votre histogramme en grand ou en petit. Moi, il est directement mis sur grand. Parce que l'avantage avec le Canon R5, c'est qu'on a un écran externe qui est assez imposant. Donc voilà, j'ai assez d'informations là-dessus. On retrouve ici l'affichage de distance de mise au point. De 1, vous avez l'unité, donc soit en mètres ou en pieds. Bien entendu, par rapport à l'endroit où je me trouve en Europe, on est sur du mètre. S'il y a des Québécois qui regardent ça, et si vous êtes en pied, mettez-le en pied. Et vous pouvez aussi choisir de l'afficher à différents moments, soit pendant la mise au point, soit le mettre tout le temps ou le désactiver, ou alors uniquement lorsque vous allez basculer en mode mise au point manuel. Donc moi, c'est le cas. Lorsque je suis en mode mise au point manuel, la distance de mise au point apparaît. Alors si vous posez la question de ce que c'est, je refais ici ce que je vous ai montré tout à l'heure parce que j'ai activé cette option-là. J'enclenche ici à mi-course. Et alors, je vais avoir mon réglage qui va apparaître. Vous voyez ici, j'ai ma distance, donc j'ai mon échelle qui est présente. Voilà, là je suis par exemple à 1 mètre. Donc voilà, ici je suis à 1,5 mètre de ce qui sera au point. Et ici, donc si je me positionne juste là, voilà, on peut en tout cas délimiter que je serai peut-être à quelque chose comme 98 cm en tout cas de ma distance, de ma bonne distance de mise au point. Donc voilà, c'est une échelle qui peut être intéressante. Pourquoi est-ce que moi j'active celle-ci? Eh bien tout simplement parce que ça me permet, lorsque je vais être dans une situation rapide, de bien vérifier que je tourne ma bague de mise au point dans le bon sens, tout simplement. Alors, on continue. Format d'affichage viseur, là vous en avez 2. C'est lorsque vous basculez sur le viseur de votre boîtier. De nouveau, c'est un choix personnel. Et on bascule en page 8, sur lequel on va retrouver ici donc la basse résolution qui va venir à s'activer lorsque votre boîtier se met en veille. Ceci est désactivé me concernant parce que je peux avoir aussi des besoins d'enregistrer. Et comme je suis en train de le faire ici par exemple, de façon externe avec un enregistreur externe et donc lorsque par exemple mon boîtier reste tout le temps allumé mais viendrait à se mettre en veille ou autre, eh bien je garde en tout cas toujours une résolution externe en 4K. C'est important d'être sur désactivé si vous utilisez en tout cas un enregistrement externe. Au niveau de l'affichage HDMI, je ne vais pas rentrer dans celui-ci parce que sinon ça va
couper mon enregistrement, vous avez deux possibilités, donc sur lesquelles vous avez justement deux modes. Ici, par exemple, je suis dans le mode qu'il ne faut pas être si vous désirez enregistrer de façon externe, parce que comme vous pouvez le voir, on a toutes les informations qui sont reprises. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'image, on a toutes les assistances qui sont présentes. Donc, si vous voulez enregistrer de façon externe, c'est bien entendu l'autre option que vous devez sélectionner. Si jamais j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'explique comment configurer le R5 et le R6 avec un enregistreur externe comme l'Atomos Ninja 5. Le timecode, ce sont des réglages dans lesquels on est sur de la captation audio. On est dans des autres éléments techniques qui ne sont pas abordés ici. Voilà en tout cas ce qui concerne le premier module. On continue ici sur le menu de la mise au point qui sera de façon automatique ou manuelle. On va directement voir ce qui est repris directement ici, donc au niveau des outils et des modes. On va avoir la méthode de mise au point automatique qui sera soit sur du sujet avec le suivi de celui-ci ou directement sur un collimateur ou sur une zone de votre image. De nouveau, c'est à vous à choisir le mode qui correspondra à vos besoins par rapport à l'instant où vous serez en train de filmer, bien entendu. Il n'y aura pas de mode universel. Le sujet à détecter, si on est soit sur personnes, animaux ou pas de priorité, par défaut, ce sera sur personne, sur moi, et dès que je voudrais filmer en tout cas des animaux, je basculerai sur des animaux. Ça fonctionne très bien sur le Canon R5, donc la détection de l'œil est activée et bien entendu est activé les moteurs en mise au point automatique de vos objectifs vidéo. Alors, on va aussi retrouver ici le paramètre touché au niveau de l'autofocus. C'est tout simplement l'utilisation de l'écran tactile de votre Canon R5 pour sélectionner les différents sujets à mettre au point ou autres. C'est quelque chose que je n'utilise pas, qui ne correspond pas à mes besoins. Vous pouvez vous aventurer dedans, mais en ce qui me concerne, c'est désactivé. Au niveau de la page numéro 2, on va retrouver donc deux éléments. Le premier, ce sera le paramètre de repère en mise au point manuel et puis ce sera le guide de mise au point. Alors, le paramètre de repère, c'est quelque chose sur lequel malheureusement je vais devoir vous l'expliquer car l'enregistrement, donc c'est-à-dire que l'outil ne s'affiche pas sur l'enregistrement externe dans mon Atomos Ninja 5. Donc, je vais devoir vous l'expliquer. Ça s'appelle plus communément le focus picking et ça vous permet lors de mise au point manuel d'avoir un contour d'une couleur que vous aurez choisi au départ, donc on va le voir juste après. Et ce contour déterminera exactement le sujet qui est net. C'est un outil puissant et qui est génial. Malheureusement, je ne sais pas vous le montrer ici en action parce que l'Atomos ne l'enregistre pas. Il est là sur désactiver, pourquoi? Bien tout simplement parce que j'ai directement assigné un raccourci à cet outil qui correspond en fait au bouton qui se trouve juste à côté, sur le côté droit de l'optique. Donc devant le boîtier, vous avez un bouton qui est assignable au niveau des raccourcis. Ça sera directement le focus picking qui sera présent. Il est sur le niveau élevé et alors il est sur une couleur jaune. Vous avez le rouge, le jaune et le bleu. J'ai pas choisi jaune parce que le jaune est ma couleur préférée. Je choisis jaune parce que dans la majorité des cas, c'est une couleur qui se contraste bien avec ce que j'ai à l'enregistrement, avec ce que j'ai en face, avec ce que j'ai comme sujet à filmer. Si par contre, je viens à filmer des sujets qui sont entièrement jaunes, je viendrai à filmer un poussin, eh bien je viendrai à filmer un poussin en mode manuel, je viendrai à sélectionner une couleur rouge. Donc voilà, ce n'est pas une question de préférence au niveau de la couleur, c'est un outil. Vous devez sélectionner la couleur qui correspondra, qui offrira le meilleur contraste par rapport à votre scène. Je ne sais pas vous le montrer, désolé. Alors, c'est aussi important à mentionner, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, qu'il y a certains outils qui ne savent pas coexister ensemble. Le focus picking ne sait pas coexister avec les zébrures. Lorsque les zébrures sont activées, vous ne savez pas activer le focus picking. Si vous voulez activer le focus picking, vous devez désactiver les zébrures. Si le focus picking est activé et que vous voulez activer les zébrures, vous devez désactiver votre focus picking pour activer les zébrures. Comprenez bien, certains outils ne savent pas coexister ensemble. Ça permet évidemment de ne pas avoir trop d'informations sur l'écran, mais quand bien même, j'aurais préféré avoir la possibilité de choisir moi-même ce qu'il en est, mais ici, ce n'est pas le cas. Focus picking d'activer, zébrure désactiver. Zébrure d'activer, focus picking de désactiver. Important à retenir. Le guide de mise au point, de nouveau, il est mis sur désactiver parce que j'ai assigné un raccourci. Donc, c'est-à-dire que derrière, j'ai un bouton qui est directement associé à ça. Donc, c'est-à-dire que moi, le autofocus on est activé à l'outil de guide de mise au point. Donc, où là, je sais directement
Vous voyez, lorsque je suis sur une mise au point nette, on a le curseur qui bascule en vert, le curseur central. Donc c'est un outil très puissant et unique à Canon en plus. Donc moi, il est directement ici basculé sur AF On. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai mon optique qui est mise sur mise au point manuelle. Je vais la rebasculer en automatique juste après. Voilà, tac. Alors, page numéro 3. Vous avez ici la vitesse des cerveaux, donc la vitesse des moteurs de votre objectif RF. Donc là, en fait, c'est la possibilité de 1, donc c'est de les garder continuellement activés. Donc c'est-à-dire que l'optique va continuellement, en tout cas, être présente pour justement faire la recherche de mise au point. Donc elle est constamment activée. Mais vous avez la possibilité de customiser en tout cas la vitesse de suivi, la vitesse de transition. Donc là, vous devez regarder ce qui correspond le mieux à vos besoins. Suivant évidemment si je vais me retrouver plutôt dans un cadre de fiction ou sportif, eh bien je choisirai en tout cas d'avoir une vitesse de transition qui sera lente ou rapide. Donc là, par défaut, elle est sur 0, mais je peux être amené à customiser celle-ci suivant mes besoins. Vous avez la sensibilité de suivi au niveau de l'autofocus. Verrouillé ou réceptif. Alors, verrouillé, ça veut dire tout simplement que lorsque, par exemple, vous allez avoir 2 personnes à l'écran et que vous avez sélectionné l'une d'entre elles, eh bien, le Canon R5 va toujours rester verrouillé sur celle-là. Si vous êtes sur 0, il va essayer de faire de son mieux par rapport au cadre qui sera en face de lui, mais s'il estime qu'à un moment, c'est l'autre qui est le plus net, il va basculer sur l'autre sujet. Si on est sur réceptive, ben là, il va vraiment s'adapter sur ce qui correspondra le mieux. Donc là, c'est vraiment lui qui va juger. Si vous êtes sur verrouillé, il va faire son maximum, en tout cas, pour rester sur ce sujet-là et rien d'autre. On va avoir ici donc la mise au point manuelle avec objectif. Vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai expliqué le fait que lorsque je déclenchais à mi-course, j'avais la possibilité de régler ma mise au point de façon manuelle, eh bien, vous devez avoir justement le one-shot d'activer pour ça. Vous avez différents modes, vous avez aussi le one-shot activer plus agrandir, donc là on a un effet de loupe qui est présent. Faites attention avec ça si vous l'avez activé parce que ce que vous pouvez très bien avoir, c'est si vous êtes sur un enregistrement externe, eh bien la loupe va aussi s'enregistrer sur votre plan vidéo. Donc faites attention par rapport à ça. Donc moi c'est sur One Shot plus activé. Vous pouvez très bien désactiver complètement le mode. Donc vous voyez tout à l'heure, l'outil est assignable mais en 2 parties et sur 2 éléments différents. Donc pour pouvoir avoir justement ce système de déclenchement mi-course et de mise au point manuel, vous devez avoir les deux d'activer. Changement donc de sujet, donc là vous avez soit la possibilité de rester sur une priorité initiale ou de changer, donc là il ne vous offre pas justement cette facilité de changement de sujet. Moi il reste sur priorité initiale vu que ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'être verrouillé sur mon sujet. Donc de nouveau c'est un peu à vous de voir ce qu'il en est. Alors on a pilote objectif si autofocus impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez utiliser par exemple un 600 mm, que vous allez être un peu trop près d'un sujet ou autre et qui ne va pas savoir faire sa mise au point, eh bien vous avez la possibilité de lui dire tu n'y arrives pas, c'est pas grave, arrête-toi. Ou alors si c'est sur on, il va constamment essayer, il va dire non, je vais essayer, je vais continuer et on va avoir justement l'optique qui va mouliner dans le vide parce qu'elle continuera à essayer. Ici, quand c'est sur off, quand elle n'y arrive pas, elle s'arrête, point barre. Vous reprenez le relais de façon manuelle. Limiter les méthodes d'autofocus, là vous pouvez choisir en fait de dire voilà, moi j'ai pas besoin en tout cas de tel système de collimateur, j'ai pas besoin de la zone d'autofocus verticale par exemple, vous pouvez très bien la décocher et avoir une sélection plus rapide parce que juste en dessous vous avez justement le contrôle de sélection de méthode d'autofocus sur lequel vous avez différents systèmes de contrôle dessus. Moi c'est mis sur M fonction, donc c'est-à-dire que si je reviens ici dessus, lorsque je vais sélectionner donc le système de sélection de mise au point automatique, eh bien on a le bouton juste devant la première roue crantée, je reviens dessus, on a le bouton juste devant la première roue crantée, donc M fonction, sur lequel je sais choisir en fait directement le système d'autofocus qui m'intéresse. Donc voilà, moi il est mis directement là-dessus, vous pouvez l'assigner avec la roue crantée si vous désirez. On va basculer maintenant sur la page 4.
Alors, on retrouve ici la rotation de bague de mise au point. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, on a soit normal ou en sens inversé. Donc là, c'est à vous de voir, évidemment, si vous préférez que en allant vers la gauche, par exemple, vous allez zoomer en avant et en allant vers la droite, vous allez dézoomer ou l'inverse. Ça, c'est un peu à vous de voir. On a la sensibilité de bague de mise au point sur la mise au point manuelle. Ça, c'est génial et ça, je vous encourage fortement à basculer là-dessus sur lié à degré de rotation. Le premier, vous avez un système en fait qui va varier selon la vitesse à laquelle vous allez tourner en fait la bague de mise au point. Plus vous allez tourner vite la bague de mise au point, plus le zoom va être, plus la mise au point va aller très loin ou se rapprocher. Donc c'est quelque chose qui est très perturbant. C'est un système de mise au point dit par câble. C'est quelque chose que moi je déteste. Donc j'ai mis directement lié à un degré de rotation. Donc là, on a quelque chose qui est tout le temps fixe. Donc ça veut dire que si par exemple, on venait à avoir une butée d'arrêt, donc une butée de début et d'arrêt sur les optiques RF, on pourrait très bien mettre un système de follow focus à distance parce que le degré de rotation est constant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sensibilité ici au niveau du sélecteur. Alors ça de nouveau c'est réglé sur 0. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir justement cette sensibilité différente lorsqu'on aura un suivi de sujet. Ça c'est un peu à vous de voir ce qui correspond le mieux à vos besoins. On a maintenant ici la mise au point manuelle électronique permanente. Alors, même si j'appuie ici sur le info, c'est assez vague. Comme vous pouvez le voir, il est mis, vous pouvez spécifier la mise au point manuelle avec un objectif ayant une bague de mise au point électronique. Consultez le site web de Canon pour connaître les objectifs. Alors, c'est spécial parce que de la façon dont je le comprends, c'est comme si, même si, par exemple, je suis ici avec l'objectif RF 7200 f4, si je suis suractivé, ça veut dire que je sais reprendre le relais tout le temps au niveau de la mise au point manuelle. Or, ce n'est pas le cas que je l'active ou que je le désactive, il n'y a strictement rien qui change. Donc ça, c'est un outil que je n'ai pas bien compris. N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires si vous savez ce qu'il en est. Voilà, ça c'est ce qui concerne en tout cas la page d'autofocus. On bascule maintenant sur les autres pages, mais sur lesquelles on va directement avancer très vite, car la page de lecture, on ne la voit pas. Je vais directement basculer ici sur la page de connexion à distance, on ne la voit pas, ce sont des pages qui sont communes avec la partie photo, donc on ne va pas les voir, ça ne nous intéresse pas. On va maintenant basculer ici donc sur la petite clé à molette qui nous offre différentes fonctionnalités qui sont importantes quand même à voir par rapport à l'enregistrement en vidéo. La première chose, c'est sélection de la fonction d'enregistrement carte et dossier. Alors là, vous avez la possibilité donc d'activer ou de désactiver ceci. Quand vous êtes suractivé, le boîtier ne vous laisse pas le choix et vous allez voir pourquoi j'ai mis dans activer. Il ne vous laisse pas le choix, c'est-à-dire que la partie vidéo sera enregistrée sur la carte directement CF Express et la partie photo sera enregistrée sur votre carte SD. Alors, ma foi, si je désactive ceci, vous pouvez très bien choisir en fait de justement dire, voilà, je veux en effet que l'enregistrement vidéo soit fait sur la CFast ou inversement. Vous pouvez très bien customiser cela comme si on était sur activer ou désactiver. Mais le souci, c'est que lorsque vous allez faire ça, si par exemple, vous allez enlever votre carte CFast et que vous repartez avec votre boîtier et que vous êtes en mode vidéo, le boîtier va basculer sur la carte SD et ne va pas forcément vous le signaler en gros. Vous allez voir en effet carte 2 sélectionnée au niveau de l'enregistrement, mais il ne va pas vous le signaler en grand. Or, ça aura une importance pour moi. Si par contre, c'est activé, c'est pas qu'il va me le signaler, c'est qu'il me dira tout simplement que je ne pourrai pas enregistrer. Donc ça, c'est important pour moi de bien séparer mes fichiers. J'ai pas envie en tout cas de me retrouver avec des plans vidéo sur la carte SD, etc. Donc moi, c'est activé, mais de nouveau, ça correspond à mes besoins. Si ma carte SD est retirée, je ne saurais pas prendre de photos. Si ma carte CF Express est retirée, je ne saurais pas prendre de vidéo. Donc de nouveau, ça, c'est un peu à vous de voir par rapport à vos besoins. Les autres éléments, on n'en a pas spécialement besoin. On bascule sur la page numéro 2. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un réglage NTSC. C'est quelque chose que j'ai pris de faire sur la majorité, en tout cas, non, sur la totalité de mes hybrides, tout simplement parce que bien souvent, ça va nous débloquer les fonctionnalités plus hautes au niveau de l'enregistrement à haute vitesse. Je n'ai pas revérifié ici sur le Canon R5 parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je refais d'office à chaque fois de basculer en NTSC. Mais sur certains hybrides, en étant en PAL, on est limité à du 100 images par seconde ou du 50 images par seconde. Et en NTSC, on va débloquer le 60 images par seconde ou le 120 images par seconde. Donc par défaut, moi c'est toujours réglé en fait sur NTSC.
On a ici le mode veille qui est désactivé, de nouveau important pour moi, surtout par rapport à de l'enregistrement externe. Le mode écho, mon affichage se désactive au bout de 10 minutes, l'arrêt automatique est désactivé tout simplement et le viseur se désactive au bout d'1 minute. On bascule en page numéro 3. Affichage écran viseur, moi je suis toujours de toute façon sur écran. Luminosité de l'écran, de nouveau, ça ce sont des paramètres que vous devez vous-même personnaliser. On bascule ici sur la page 4. Résolution HDMI, comme vous pouvez voir, c'est mis sur automatique. Attention que si vous utilisez un moniteur externe entrée de gamme qui ne prend pas en charge du signal 4K, vous devez appuyer, je ne vais pas le faire sinon ça va évidemment mettre à mal mon enregistrement ici, vous pouvez appuyer dessus et sélectionner 1080p, ce qui vous donnera le retour visuel sur votre écran externe. Bien souvent c'est quelque chose qui arrive, vous achetez un moniteur externe parce que vous avez envie d'avoir des outils supplémentaires à disposition pour cadrer votre image. Et vous avez bien raison, mais celui-ci, vous avez sélectionné un entrée de gamme parce que vous vous dites, je n'ai pas besoin du retour, je n'ai pas besoin d'un signal en 4K, mais en fait, ça veut tout simplement dire qu'il prend en charge le signal, il ne l'affiche pas, mais il le prend en charge. Mais bref, vous avez sélectionné cela. Vous avez donc choisi un moniteur externe qui ne prend pas le signal en charge, eh bien vous devez sélectionner résolution HDMI, le mettre en 1080p parce que le mode automatique ne va pas d'office envoyer ce 1080p. Voilà. Donc, commande tactile, là de toute façon c'est la possibilité de customiser la sensibilité, on le voit juste ici. Obturateur à l'arrêt, vous voyez ce qu'il en est, moi il se met directement, il se ferme à chaque fois. Là voilà, là on a les modes de prise de vue personnalisés. Alors, vous ne devez pas forcément le faire tout de suite, faites-le à la fin quand vous avez tout configuré. Mais c'est là que vous allez justement vous mettre pour enregistrer les réglages. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous êtes sur la position M du mode et là vous sélectionnez enregistrer les réglages, soit en C1, C2 ou C3. Donc toujours être en M et puis vous sélectionnez enregistrer les réglages depuis ce menu-là. Donc ça c'est important. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que vous savez aussi, je reviens juste en dessous, enregistrer et charger sur une carte. Donc ça, c'est top. Déjà, c'est à faire quasiment avant de faire les futures mises à jour. Parce que bien souvent, lorsqu'on fait une mise à jour, eh bien, ces préconfigurations-là peuvent sauter. Donc, enregistrez-les au préalable sur votre carte SD. Et puis aussi, si vous travaillez en équipe, eh bien, c'est bien de les avoir à l'avance. Comme ça, vous sélectionnez, enfin, vous vous retrouvez avec un Canon R5. Boum, vous basculez vos pré-réglages dedans. C'est fait, vous retrouvez votre boîtier comme vous avez l'habitude de travailler avec. Donc ça, c'est intéressant en tout cas de l'avoir. Donc vous vous souvenez, c'est là-dessus que vous allez enregistrer votre première préconfiguration, la deuxième et la troisième, qui correspondra par rapport à vos besoins. Comme je l'ai dit, moi c'est 4K 24, 4K 60, 4K 120 images par seconde. On est ici sur le module numéro 6, qui ne nous intéresse pas. Et voilà, on a vu tout ce qui concernait en tout cas la clé à molette. On va basculer maintenant après sur une autre page qui de nouveau reprendra pas mal d'éléments liés à la photo, mais certains éléments qui peuvent être aussi liés à la vidéo. Le palier de réglage d'exposition, on est sur du tiers, ce sont des systèmes d'échelle différents. En ce qui me concerne, c'est directement sur du tiers. Page numéro 2, on va directement avoir ici quelque chose qui reprend de nouveau des éléments pour les photos, pas pour la vidéo. Par contre, en page numéro 3, on retrouve ici quelques éléments qui sont importants. Par exemple, le système de rotation au niveau de la bague de votre optique. Mais surtout, on retrouve la personnalisation des touches avec les touches photo, mais aussi les touches vidéo. Comme vous pouvez le voir, moi, le mode reste pour mode. L'autofocus, donc le AF on, lui devient en fait mon guide de mise au point. La petite étoile devient mes zébrures. Le système de mise au point automatique reste le système de mise au point automatique et le bouton juste devant reste mon focus picking. Alors, on a la possibilité de customiser si votre optique en bénéficie le bouton de présent dessus. Moi, en l'occurrence, j'ai le RF 600 mm, le 70-200 f4 et logiquement, dès qu'il sera de nouveau en stock, le 1535 f2.8, ils n'ont pas en tout cas de raccourci dessus. Donc, voilà, ce n'est pas customisable. Le M-fonction est resté sur sa nature.
Et alors, on retrouve ici les autres éléments. De nouveau, c'est une customisation qui devra correspondre à vos besoins. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce qu'il en est par rapport aux besoins que vous avez, tout simplement. Je me perds un peu dans mes explications. Personnaliser les molettes, voilà pourquoi j'étais perdu, parce que j'ai une question à vous poser. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc ici, sur la première roue crantée, on retrouve directement la vitesse d'obturation. On retrouve ici sur la deuxième roue crantée, donc là où se situe le bouton mode, on retrouve les ISO. Et alors, on va retrouver ici au niveau de la roue à l'arrière, l'ouverture de mon objectif. Et la question que j'ai, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comment est-ce que vous customisez la bague d'ouverture? Est-ce que vous la laissez tout comme moi sur l'ouverture ou est-ce que vous avez sélectionné quelque chose d'autre? D'un point de vue vidéo, honnêtement, dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir vos avis parce que je mets ce système de double emploi parce que je n'ai pas encore trouvé d'outils supplémentaires qui m'apporteraient un plus lors de ma captation. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous trouvez une autre utilité par rapport à la customisation de la bague de rotation. On revient ici et puis après on retrouve effacer les réglages personnalisés. En page 4, compression audio. Donc là vous avez on-off. Ça ne mange pas beaucoup plus d'espace de stockage. Donc ça veut dire que moi je le mets sur off parce que justement je vais avoir une meilleure qualité audio lorsque j'enregistre, même avec les micros internes du Canon R5, c'est sur off. Déclenchement obturateur sans objectif est mis sur on. C'est important en tout cas dès que vous allez être sur des optiques mécaniques et particulièrement si vous commencez à faire des techniques comme du lens whacking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif n'est pas vraiment fixé sur la monture. Vous la tenez à la main et vous allez la faire avancer et reculer pour créer différents effets. Si cela n'est pas sur on, vous ne saurez pas lancer votre enregistrement. Donc moi, c'est directement mis sur on. On est loin dans les détails, mais je vous le dis. Page numéro 5, on n'a strictement rien. Et on bascule maintenant sur la customisation de vos propres menus sur lesquels, voilà, moi j'ai différents outils qui sont directement présents ici en mode rapide, la qualité d'enregistrement vidéo, le recadrage film, le réglage Canon Log, réglage zébrure, l'affichage HDMI. Et voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment fait tout le tour. La vidéo, à mon avis, va durer un certain temps, mais au moins, on aura vu ensemble la majorité, en tout cas, des éléments liés à la vidéo pour le Canon R5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, si cela vous a été utile, et surtout à m'amener aussi votre retour d'expérience et certaines personnalisations par rapport au menu du Canon R5. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!